Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le vendredi 21 septembre 2018 et bien bienvenue. Alors comme vous avez pu le voir hier, nous avons une forte chute du DXY, des nouveaux records Wall Street dont notamment le Dow Jones Industrial Average qui n'avait pas inscrit de nouveau record depuis, rappelez-vous, janvier lorsqu'il y a eu le flash crash début février. Donc, euh, donc voilà, nouveau record à Wall Street et les indices PMI qui sont attendus ce matin en fait tout au long de la journée même puisque on en a eu au Japon cette nuit, nous en avons ce matin au niveau du Royaume-Uni, également en zone euro et cet après-midi nous en aurons du côté des États-Unis. Il y aura également l'inflation canadienne qui sera suivie de très près, comme vous le savez, puisque ça va dépendre, enfin, ça a un impact direct sur, bien évidemment, la politique monétaire de la Banque du Canada. Et, euh, et voilà, écoutez, hein, ce qu'on peut résumer un petit peu l'actualité, enfin, la séance d'hier, eh bien, c'est appétit pour le risque. Voilà, c'était le mot de la séance d'hier. Alors, voici l'avertissement gars sur risque que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien. Frédéric que je salue également. Eliane, Edgy, bonjour. Edgy qui me dit bonjour mon cher Valentin, heureux de finir cette semaine avec vous. Et bien écoutez Edgy, plaisir partagé comme d'habitude, hein. Sofiane, bien le bonjour. Brice, voilà, François, bonjour à vous chers habitués. Et, euh, et voilà, hein, si vous êtes nouveau, et bien écoutez, n'hésitez pas à dialoguer via la boîte de dialogue. Et voilà, ce chat de toute façon est présent pour cela. Alors, on passe tout de suite au briefing d'actualité. Rapidement, hein, on a l'OCDE qui a revu plusieurs des perspectives économiques à la baisse, dont notamment la croissance mondiale. On a celle de la Chine et des États-Unis qui sont confirmées, mais par exemple, celle de la zone euro enfin, celle de l'Europe même, UE, Royaume-Uni, etc., ont été revues à la baisse, notamment en raison des menaces d'escalade dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin, la crise des émergents et encore l'endettement croissant en dehors du système bancaire. D'un point de vue macro, cette nuit, on a eu l'IPC qui a accéléré plus vite que prévu au Japon. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a trois différents indicateurs d'inflation au Japon. Il y a l'IPC, l'IPC Core et l'IPC Core Alimentation. Parce que l'IPC Core au Japon n'est pas l'IPC Core de la zone euro, par exemple. L'IPC Core au Japon, c'est juste hors énergie, alors que l'IPC, enfin, vraiment l'équivalent de notre IPC Core au Japon, ça va être l'IPC Core hors alimentation. Hors alimentation, pardon, des produits frais. Voilà, c'est pas toute l'alimentation. Donc voilà, donc l'IPC accéléré, que ce soit l'IPC global, enfin classique, ou l'IPC core ou même l'IPC core hors alimentation fraîche. Voilà, accélération de l'inflation, un peu moins, enfin très légère, hein. L'IPC classique, bon, elle a bien accéléré, 1,3% contre 0,9 en juillet, mais par exemple l'inflation de base, elle a progressé de 0,9 contre 0,8, ce qui est pas énorme. Et l'inflation core hors alimentation est passée de 0,4 de 0,3 à 0,4. Donc voilà, c'est pareil, c'est une petite progression, mais il n'y a rien non plus de comment dire, de surprenant. D'ailleurs, le yen continue à baisser ce matin en raison principalement, je pense, de l'appétit pour le risque, hein. Concernant le Brexit, alors vous voyez qu'on a beaucoup d'informations en ce moment. On a eu un sommet européen qui regroupait les chefs d'État et de gouvernement. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment. Donc on a les leaders européens qui ont rejeté la proposition du gouvernement britannique concernant les futures relations économiques. Nous avons les chefs d'État et de gouvernement européens qui ont décidé d'organiser un conseil spécialement consacré au Brexit les 17 et 18 novembre. Theresa May qui va présenter sous peu une nouvelle proposition sur la frontière irlandaise. Et il faut savoir qu'il y a un groupe de 30 à 40 conservateurs qui seraient prêts à s'opposer au plan de Theresa May. Et voilà, pour que Theresa May passe ses propositions du Brexit au Parlement, eh bien, elle n'a qu'une marge de 40 députés. Hors opposition, etc., enfin en comptant l'opposition, etc., euh, Theresa May a une marge de 40 députés. Donc c'est-à-dire si on a un groupe de 40 députés conservateurs ou plus qui s'opposent au plan de May, de Theresa May, eh bien il y aura probablement des blocages au niveau du Royaume-Uni. On reprend la macro avec la zone euro, la confiance des consommateurs qui s'est dégradée plus fortement que prévu en septembre, selon l'estimation flash, moins 2,9 points contre moins 2 points attendus. Concernant la BNS,
qui a, comme nous le savions, hein, maintenu sa politique monétaire inchangée et qui a souligné les pressions hacheuses sur le franc à cause des incertitudes liées à l'Italie et les menaces, la guerre commerciale. Et enfin, concernant la Corée du Nord, on a Kim Jong-un qui souhaite la tenue dans un avenir proche d'un second sommet avec Donald Trump. Donc le dirigeant nord-coréen qui aurait indiqué au président sud-coréen qu'il souhaitait une dénucléarisation complète pour pouvoir se concentrer sur la croissance de l'économie de la République populaire démocratique de Corée. Voilà donc pour le briefing d'actualité. On aurait pu en mettre un petit peu plus, mais comme vous pouvez le voir, ça ne rentrerait pas. Donc voilà. Concernant donc ce qui s'est passé hier sur les marchés, vous voyez hausse des marchés actions. On a même le Shanghai Composite ce matin qui prend 2,35% comme vous pouvez le constater. Donc on a clairement l'appétit pour risque ce matin. Ça devrait continuer. Le gold qui rebondit légèrement, mais c'est pas parce qu'on a de la version pour risque, parce qu'on a une baisse du dollar. Donc forcément ça fait mécaniquement remonter le cours de l'or. Le yen qui est en baisse ce matin. Le T-Note américain qui s'approche. On a un momentum qui ralentit, mais on a quand même un rendement qui s'approche de ces plus hauts de l'année qui sont à 3,10%. C'est la résistance à ne pas dépasser pour le T-Note. Ou sinon, ça va être, comment dire, ça va faire pression. En fait, ça montrera une grande pression sur le marché obligataire. Et au niveau du calendrier économique, donc on va passer directement sur le site parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. 9h30, les indices PMI allemands, que ce soit services, manufacturiers ou composites. 10h, ceux de la zone euro. 10h30, non pas ceux du Royaume-Uni, ah pardon, je me suis trompé, donc on n'a pas ceux du Royaume-Uni aujourd'hui. Donc 10h30, ça ne va pas être très très important ces chiffres. 14h30, l'IPC du Canada. 15h45, les indices PMI, manufacturiers, services, composites des États-Unis. Alors, les indices PMI sont quand même des indicateurs particulièrement appréciés par les investisseurs, enfin que surveillent les investisseurs, parce que ça donne une idée en fait de la croissance économique. C'est, il me semble, l'indice qui est publié le premier indice qui permet d'avoir une idée de la croissance et de l'inflation. Et on a également les chiffres de confiance, les indicateurs de confiance des consommateurs ou des entreprises qui sont également les premiers à être publiés. Donc c'est pour ça que en fait les indices PMI sont assez importants aux yeux des investisseurs, parce que si on a des PMI qui sont inférieurs à la pression de publication, eh bien ça va être synonyme de ralentissement de la croissance et donc de l'inflation. Alors Bruno, attendez, il y a beaucoup de questions. Alors pas beaucoup de questions, mais alors donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Le yen a du mal à remonter. Oui, on va voir ça dans un petit instant. Vous restez sur position. Ma réponse est oui. On va voir ça dans un petit instant au niveau de l'analyse technique. Au niveau du yen, là on teste un niveau qui est à ne pas dépasser. Donc c'est soit on clôture sous ce niveau et bon bah le yen faudra l'oublier et en fait à l'inverse faudra le shorter. Ou alors voilà, il rebondit en bas de son range et dans ce cas-là voilà, on a fait finalement le point bas. Donc on va voir ça dans un petit instant. Euro-USD sur R1 mensuel, oui, R1 mensuel. Bruno alors. Bonjour Bruno, j'espère que alors Bruno qui me dit bonjour Valentin, j'espère que ça va pour vous. Eh bien écoutez, je vais très bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. J'ai pas la possibilité d'être présent en live pour écouter vos analyses journalières tous les jours, mais je vous suis en replay et vous remercie de penser à ceux qui ne peuvent pas vous écouter en live de par leur métier et qui peuvent malgré tout suivre sur YouTube. J'aime également les analyses de Yoav Nizar, mais c'est fort dommage qu'on ne peut pas le suivre en dehors des lives. En tout cas, merci à tous les deux pour vos analyses pertinentes qui aident certains d'entre nous à progresser dans nos analyses. Eh bien écoutez, merci Bruno pour ce message, ça fait très plaisir de lire celui-ci. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ce feedback. Voilà. Merci, ça fait plaisir à entendre. Donc voilà, focus du jour, indice PMI tout au long de la journée globalement, et à 14h30 l'IPC du Canada. Alors pour le yen, nous y sommes. Regardez, le yen, on est en weekly, on est sur le support à ne pas dépasser. Vous voyez, le chandelier, il est quand même fortement baissier. Donc on est sur un chandelier, on est sur une zone à ne pas dépasser. Si on clôture en toute cette zone verte, c'est signal baissier direction le bas. Vous voyez, de 2018, le bas de l'année. Ce qui est possible dans un contexte où on a d'appétit pour le risque. Enfin, qu'est-ce qui a provoqué cette hausse du yen? C'est la guerre commerciale. Donc, est-ce qu'on peut anticiper que le yen revienne tout en bas? Oui, à condition qu'on n'ait plus de guerre commerciale.
Si le yen revient tout en bas alors qu'on a toujours une guerre commerciale, personnellement, ça me semblerait assez, euh, enfin, comment dire, paradoxal, puisque voilà, on a une guerre commerciale qui s'intensifie. Certes, on a un marché qui est dans de l'appétit pour le risque depuis le début de semaine parce que voilà, au lieu de 25% de tarifs douaniers de la part des Américains, il n'y a que 10%. Et ces 25% pourraient être appliqués dès janvier l'année prochaine. Donc en fait, le marché probablement pense que voilà, il y a une marge finalement de plusieurs mois pour que les Américains et les Chinois négocient ensemble un accord commercial. Donc c'est probablement pour ça qu'on a un regain d'appétit pour le risque. Maintenant, est-ce que fondamentalement on a une raison de, enfin, est-ce que ça justifie le fait que on doit être en appétit pour le risque pendant longtemps? Je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Je pense que cet appétit pour risque est temporaire, parce que le marché s'attendait vraiment à pire, à une escalade beaucoup plus, comment dire, importante et rapide. Maintenant, de là à dire qu'il n'y a plus de risque concernant la guerre commerciale, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Donc, le yen, tout va dépendre de la clôture. Techniquement, si on clôture en toute cette zone, ça sera un signal baissier. Et dans ce cas-là, la stratégie, par exemple, vendeuse de l'USD yen, faudra la remettre en question. Par contre, tant qu'on reste dans ce range, le yen, comment dire, voilà, il peut se maintenir. Regardez là, le cours teste ce plus bas de mars. Vous voyez, on est au pips près. Donc là, on est sur une zone quand même particulièrement importante. Donc je ferai attention à ne pas me positionner trop tôt sur le short du yen. Voilà, encore une fois, moi je pense que l'USD yen est encore une paire qui peut se shorter. L'invalidation de cette stratégie, c'est si le yen dépasse son récent sommet autour des 113. Donc là, pour le coup, l'USD yen, personnellement, j'ai été assez mauvais cette semaine. Lundi, signal baissier, on a inscrit un nouveau plus haut du mois quelques séances après. Jeudi, je réitère, mercredi, je réitère le scénario. Hop, nouveau plus haut qui a été fait jeudi. Donc voilà. En termes de timing, ça n'a vraiment pas été. Pour le moment, les deux scénarios sont mauvais. Donc on va attendre davantage de confirmation. C'est le mieux hein, à faire du coup. Donc voilà, vous voyez que l'USD yen s'approche des 113,17. Techniquement, si on casse 113,17, c'est direction à 114,37. Maintenant, voilà, tant qu'on reste sous 113,17, c'est quand même une résistance particulièrement importante. Si on ajoute à cela un RSI, on a, il me semble, non, on n'a pas de divergence, pardon. On n'a pas de divergence. Alors, non, pas de divergence sur les yen. Donc, bon, écoutez, l'USD yen, c'est le wait and see dorénavant. On attend de voir ce qui va se passer. Soit on a le breakout, dans ce cas-là, l'USDN pourra entre guillemets s'acheter, parce que acheter le dollar, on va le voir dans un petit instant, mais vu la tendance du DXY ou de notre dollar équipondéré, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais bon, si on a un breakout de l'USDN, techniquement, ça sera un signal haussier. Et à l'inverse, si on a un renversement, un avalement baissier sous les 113, ça sera un signal baissier. Mais bon, maintenant, enfin, au vu de la tendance, on voit que bon, l'USD yen, finalement le dollar ne progresse cette semaine que face au yen. Donc le yen, c'est vraiment la devise qui sous-performe. D'ailleurs, si on regarde ce que nous indique Finviz, vous savez, ce site web que j'apprécie particulièrement, performance, on se met sur une semaine, one week, donc c'est une semaine, performance relative sur une semaine contre le dollar USD. Vous voyez que la seule devise qui est en baisse face au dollar, c'est le yen. Donc le yen est clairement sous-performe depuis le début de la semaine. Maintenant, si on regarde sur le mois, sur le mois, il baisse beaucoup ce yen, très intéressant. Même sur du quarter, alors voilà, c'est sur du long terme que le yen est haussier. Donc bon, le yen, moi personnellement, tout se joue sur ce yen index. Si par exemple cette semaine il clôture voilà en toute cette zone, la semaine prochaine je passerai probablement baissier sur les paires, enfin haussier sur les paires en yen du coup, donc short sur le yen. Maintenant, faut être conscient que si on a un regain de tension qui n'est pas prévu par les investisseurs dans le cadre de cette guerre commerciale, euh,
eh bien, le yen sera très probablement une devise qui va s'apprécier à nouveau. Alors, Philippe qui nous dit bonjour, vous me faites rire tellement vous avez souvent faux dans vos analyses. Comment faites-vous pour vous améliorer? Alors, je ne pense pas avoir souvent faux, ou alors on ne doit pas. Enfin, je ne pense pas. Je ne pense pas. Par exemple, l'euro-dollar, le GBP USD, le gold sont tous des objectifs qui ont été atteints récemment. Voilà, donc c'est juste pour le moment l'USD yen, hein. Il me semble que j'ai eu du mal cette semaine, ou alors peut-être que j'ai pas fait attention à ce que j'ai dit, mais je ne pense pas. Je pense avoir été conscient, hein, de ce que j'ai discuté. L'euro-dollar, hein, l'objectif 1,1733 a été atteint, le R1 mensuel c'est atteint, 1,1852 ça va être atteint prochainement. GBP USD, je vous rappelle que c'était l'achat le lundi 10 septembre depuis les 1,29 et quelques. On visait le R1 mensuel, la moyenne mobile pardon à 100 jours. Ensuite, on visait les points pivots. Prochain objectif, c'est les 1,35. Le gold 1214, c'est atteint. Bon, on doit peut-être pas suivre les mêmes winners du coup. Achat depuis 1195. Bon. Très bien. Bon, écoutez, j'essaierai de toute façon, hein, je vais essayer de toujours de faire mieux, hein, euh, mon cher Philippe. Et voilà, pareil pour le Nasdaq, hein. Nasdaq, je pense avoir été assez précis depuis maintenant quelques temps au niveau de la moyenne mobile à 20 et 50 jours, cette zone de support qu'on avait parlé, que beaucoup de personnes sur Twitter clament le bear market dès qu'on a le moindre repli. Et je pense que voilà, cette moyenne mobile, je l'ai assez communiqué dans mes webinaires pour dire qu'elle se paye. Et voilà, on a le rebond et voilà, l'objectif c'est 7190. Donc voilà, l'USD Yen, oui, voilà, j'ai eu tort de toute façon. On ne peut pas, faites-moi voir quelqu'un qui a 100% de trade gagnant et voilà, je m'inclinerai. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que finalement la gestion du risque est indispensable. C'est pour ça qu'un stop est indispensable parce que à part si vous avez 100% raison, enfin 100% de vos trades qui sont gagnants, je vois pas comment on peut être gagnant sans stop. Donc c'est pour ça qu'une gestion de risque et un ratio de rendement toujours supérieur à 2 est indispensable. Maintenant oui, des stratégies perdantes, ça existe et voilà, si vous voulez pas de stratégie perdante, eh bien moi je vous invite à bien écouter, du coup à ne pas suivre mes analyses puisque il y en aura toujours qui seront perdantes. Voilà, il y en aura toujours qui seront perdantes. Ça fait partie, c'est qu'une loi des nombres, hein. Si vous avez 70% de trades gagnants, vous en avez 30 qui sont perdants. Donc voilà. Après, c'est toute une question de gestion de risque, hein. Faut savoir encaisser, enfin, faut savoir prendre ses pertes et faut savoir prendre ses gains. Maintenant, voilà, moi je peux pas vous aider là-dessus. Je vous propose mes analyses. Si voilà, il y a des analyses qui sont pas bonnes, oui, voilà. Et je le reconnais d'ailleurs quand elles sont pas bonnes. Vous voyez l'USD Yen, ça fait 2 fois que je reconnais. Maintenant, voilà, je vois pas ce que je peux dire de plus. Donc pour le yen, nous en avons parlé. L'USD, c'est ce que je voulais vous parler. L'USD index. Ouais, c'est une USD index qui se renverse dans ce canal, hein. C'est assez voilà, la tendance semble de plus en plus précise, hein. La tendance semble s'orienter vraiment à la baisse. Là, on est sur un graphique weekly. Si on se met en journalier, vous voyez, on passe enfin ce dollar index équipondéré. C'est pas le DXY, hein, c'est pas l'euro dollar, c'est le dollar index équipondéré. On passe sous le nuage Ishimoku. Voilà, on a une épaule tête épaule également sur le DXY qui a été validé hier. DXY, l'épaule, la tête, l'épaule, le breakout. Voilà, on passe. L'objectif théorique, c'est un retour à 92. On a une moyenne mobile à 200 périodes, 200 jours, qui est à 92,58 à peu près. Donc, on voit bien que la prochaine résistance, elle est par ici. Elle est vers les 92,58. D'ailleurs, ouais, ce prochain niveau de support, on peut le montrer. Voilà, c'est cette zone. Ouais, cette zone là où il y a une certaine turbulence, ça a été ici un support, également ici. Donc voilà. Là, le DXY qui a clairement une marge de baisse. Techniquement, il a une marge de baisse. Et au niveau de nos oscillateurs, que ce soit stochastique ou RSI, stochastique, RSI, ils sont orientés à la baisse. On n'a pas de divergence. Voilà, c'est
c'est clairement baissier, hein. Moi, je vois une tendance qui est de plus en plus à la baisse. Alors, François qui nous dit, alors je regarde vos questions. Euro-dollar, GBP-USD en daily, on atteint la moyenne mobile à 200. Consolidation à ce niveau d'après vous ou pullback? Alors non, moi je m'attends à une hausse sur l'euro-dollar et le GBP-USD. Alors, il me semble que les moyennes mobiles à 200 périodes sont encore assez ouais, elles ne sont pas à côté, hein. Enfin, on a encore une belle marge. On est à 1,1790. La moyenne mobile à 200 est à 1,1940 et quelques. Donc, ça fait 150 pips de hausse encore. De toute façon, moi, l'euro-dollar, vous savez, ma perspective, on va dire à moyen terme pour les prochaines semaines, dans le fond, enfin, mon objectif 100%, c'est vraiment la moyenne mobile à 200 périodes, à peu près les 1,20. Vous voyez, juste en dessous des 1,20. Ça, c'est mon objectif pour l'euro-dollar. GBP-USD, c'est les 1,35. L'USD CAD, c'est le bas. Voilà, pareil, l'USD CAD, excusez-moi pour ce voilà, ce scénario. USD CAD, je pense qu'on a été, enfin, l'analyse est plutôt bonne. Bon, on n'est pas rentré à la vente sur mardi. Enfin, j'ai pas proposé de vente parce qu'il y avait un ratio de rendement assez qui me semblait pas très intéressant. Mais dans l'idée, l'USD CAD, on a cherché le bas du canal et pour le moment, on est dans la bonne direction. Donc voilà, moi c'est mes convictions. L'USD Yen, je garde une petite conviction baissière tant que cet USD Yen ne passe pas au-dessus de son récent sommet. S'il passe au-dessus de 113, l'USD Yen, on pourra arrêter d'avoir des convictions baissières. Ouais, mais donc l'euro dollar, GBP/USD, oui, je garde une perspective baissière jusqu'aux moyennes mobiles à 200 périodes. Concrètement, il y a encore, on voit 150 pips de hausse pour l'euro dollar avant de venir chez la moyenne mobile à 200 périodes. Donc voilà, je reste haussier. Franchement, ne prenez pas en compte les remarques négatives de certains trolls. Vous assurez bien plus que la majorité des webinaires. Merci Brice. Merci Brice pour ce message. Peut-être que c'est de l'humour, nous dit François. Non, je sais pas. Peut-être. L'analyse ne, l'analyse ne fait pas le marché. Bien dit, nous dit Brice. Bon, écoutez, merci pour en tout cas, pour vos soutiens et pour vos commentaires, Philippe. Merci à vous également pour ce message, hein. De toute façon, voilà, moi je prends tout, hein, ce qui est critique ou voilà, voilà, toute critique est bonne à prendre tant que c'est argumenté. De toute façon, oui, pour la gestion du risque, mais où est-elle dans vos webinaires? Alors moi, comme vous le savez, je ne peux pas vous dire où placer votre stop, où placer votre take profit. Je ne peux pas, je ne vais pas trader à votre place. Je ne peux pas le faire. Donc voilà, je donne mon analyse. Maintenant, je ne peux pas vous dire tout, enfin ce qu'il faut faire. Voilà, exactement quoi faire. C'est pas que je ne veux pas, c'est que également je n'ai pas toutes les possibilités. Voilà, donc je vois qu'il y a beaucoup de messages de soutien. Écoutez, merci, hein, pour votre soutien. Qu'est-ce que le ratio supérieur à 2? Le ratio supérieur à 2, en fait, c'est un ratio risque-rendement. Donc, ce qu'on appelle un ratio risque-rendement, c'est ce que vous êtes prêt à risquer. C'est le ratio entre ce que vous êtes prêt à risquer, ce que vous êtes prêt à gagner. Il faut, moi en tout cas, ce que je conseille dans beaucoup de livres d'analyse technique, même l'analyse technique sont encore beaucoup plus ambitieux là-dessus, mais ils conseillent de gagner, enfin, de viser un objectif 2 fois plus grand que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, si par exemple vous mettez un stop loss, un stop à 40 pips, vous devez au moins avoir un objectif le double, c'est-à-dire 80 pips. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est moi ce que je conseille. En dessous de 80, même s'il y a enfin, avec un rendement, un ratio inférieur à 2, même s'il y a un signal technique qui est bon, vu que le ratio est inférieur à 2, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que finalement, la prise de risque ne vaut pas forcément la peine. Donc, c'est ça un ratio de rendement. C'est le ratio entre ce que vous êtes prêt à perdre et ce que vous êtes prêt à gagner en pips. Donc, si vous êtes prêt à perdre 40 pips, si votre stop est éloigné à 40 pips de votre point d'entrée, vous devez avoir un take profit au moins supérieur à 80. Vous avez raison 1000 fois, mais j'en retiennent que la seule fois où ça ne va pas, en tout cas l'appétit pour risque, justifie la position de l'USD Yen. Exactement, Edgy. C'est l'appétit pour risque qui justifie, hein, la hausse de l'USD Yen. Même si l'USD, on le voit, le DXY ou notre dollar equity pondéré est en baisse, finalement, dès qu'on a l'appétit, c'est quelle devise qui est la plus baissière? C'est le Yen. Donc c'est pour cette raison que l'USD Yen est en hausse. Maintenant, ce qui m'embête un petit peu sur l'USD Yen, c'est que on voit sur le graphique journalier, là on a pas de signaux baissiers, on n'a pas de divergence sur les oscillateurs, donc ça c'est un petit peu embêtant. Bon, par contre, là on pourrait trouver un soutien, c'est au niveau du stochastique, mais on n'a pas encore le renversement, vous voyez. Donc l'USD Yen, je pense que maintenant faut vraiment voilà,
attendre finalement davantage de confirmation parce que voilà, déjà parce qu'on s'est fait, enfin moi personnellement j'ai eu tort à 2 reprises cette semaine sur l'USD Yen, donc je vais attendre d'avoir des convictions un petit peu plus, enfin des signaux beaucoup plus concrets et non plus me reposer sur simplement des convictions sur l'USD Yen. Perso, j'apprécie l'aspect fondamental des analyses, par contre, notamment l'aspect scientifique, nous dit Philippe. Mais écoutez, bien écoutez, merci, hein. Moi, de toute façon, je vous donne mon analyse, hein. Voilà, j'essaie d'être le plus clair, transparent possible, hein. Comment avoir votre indicateur que vous venez de montrer sur le yen? Alors, c'est le yen index, l'USD index, l'euro index, etc. C'est en fait simplement l'ensemble des devises majeures, des paires yen divisées entre elles, ce qui fait en fait une espèce de moyenne, une moyenne, mais en fait ça va être équipondéré. Alors que le DXY, par exemple, vous savez que dans le DXY, c'est 57% d'euro-dollar. Donc en fait, si l'euro-dollar est haussier, forcément on va avoir le DXY qui sera baissier. Alors que dans notre euh, indice euro, euro équipondéré, il est entre guillemets équipondéré. Pas exactement, mais on va dire que ça se joue à quelques points. C'est pas du tout du 56%. Mais donc la formule, c'est celle-ci que je vais vous envoyer. Et vous voyez que donc c'est sur TradingView uniquement. Et voilà, donc c'est euro-dollar, euro-GBP, euro-CHF, euro-UD, etc., etc. La paire en yen, on la divise par 100 parce que vous savez que les paires en yen n'ont que 2 décimales. Or, les autres en ont 4. Donc, pour les mettre au même niveau, eh bien, on va diviser les paires en yen par 100 pour qu'il y ait 4 décimales. Et oui, Gilles nous dit jour des 4 sorcières aujourd'hui. Donc, attention sur les indices. Alors, je vais aller un petit peu plus vite parce que là, bon, j'apprécie les messages de soutien, mais on va passer à la vitesse supérieure sur nos analyses. Donc l'euro, on le voit, a du mal à progresser à nouveau. On voit qu'il y a une espèce de respiration du momentum, hein. Le RSI qui, vous voyez, rebaisse un petit peu. On n'a pas une baisse du prix, mais on a une respiration, hein, que ce soit le stochastique ou le RSI, ce qui va probablement permettre par la suite un rebond, un retour au sommet. Un retour au sommet. Ce spread Italie-Allemagne, rebondit très légèrement depuis mercredi, pardon. Toutefois, on reste dans la borne basse, hein, de ce range. Voilà, que je vais montrer ici. Donc ça, c'est le range depuis finalement que la coalition la coalition italienne a été formée. Alors, voilà, c'est ça. Donc le spread, vous voyez qu'il est sur support. On n'a pas encore d'indication, on a juste le croisement du stochastique, mais le RSI, on n'a pas encore d'indication bullish. Donc voilà, on va avoir peut-être un rebond de ce spread. Et si on a un rebond de ce spread, vous savez que c'est pas bon pour l'euro. Enfin, c'est pas bon pour l'euro. C'est pas parce qu'on a une hausse de spread qu'on va forcément avoir une baisse de l'euro. On l'a vu, hein, récemment que les marchés européens étaient beaucoup plus corrélés aux marchés émergents à court terme que ce fameux spread. Donc voilà, ce spread va être un facteur soit de soutien, soit un poids pour l'euro, mais ça ne va pas être en soi l'indicateur avancé pour avoir la tendance de l'euro-dollar. Mais bon, c'est important à prendre en compte quand même, parce que si on a une hausse de ce spread et un marché émergent qui est sous pression, on va très probablement avoir un euro qui va également l'être. Voilà, donc je répète, hein, mes objectifs. Bon, en tout cas ceux du GBP, l'euro-dollar ont été atteints, hein, à court terme. Vous savez, l'euro-dollar c'était 1,1733, ça a enfin été atteint, même dépassé de loin. R1 mensuel, c'est la résistance à court terme. Dans le fond, on vient chercher les 1,1852. On va peut-être avoir une petite phase de respiration. Quand on a un momentum aussi important ou une hausse aussi importante, on a généralement une phase de respiration qui suit. Donc c'est à suivre au niveau des oscillateurs et un pullback finalement à 1733 qui est l'ancien sommet de août, eh bien pourrait être une opportunité. Vous voyez, quelque chose comme cela en fait. Voilà, quelque chose comme cela. Donc si on a un retour à 1733, il faudra à nouveau regarder l'analyse technique, regarder des oscillateurs si on a des signaux en fait en faveur d'une hausse. C'est pas parce qu'on a un retour à 1733 qu'il faudra
automatiquement acheter l'euro-dollar. Mais si on a un retour à ce niveau de prix, il faudra commencer à s'intéresser aux positions acheteuses. Pour GBP/USD, c'est pareil. On a dépassé la moyenne mobile à 100 jours. On a dépassé également le nuage Ishimoku. Mais si on a un retour, voyez, à ce R1 mensuel, hein, où c'était la zone de résistance, eh bien, ça pourrait être un niveau à s'intéresser pour se repositionner à l'achat et viser eh bien, la prochaine résistance qui est vers le R2 mensuel. Vous voyez, c'était ce sommet de juillet vers les 1,3363. Vers les 1,3363, c'est la résistance prochaine. Et ensuite, c'est la moyenne mobile à 200 qui est à 1,35. Donc voilà, pour les indices, donc on a de l'appétit pour risque. Vous voyez le CAC, vous voyez c'est impressionnant hein, cette hausse hein, du CAC, du DAX, enfin des marchés européens cette semaine. Si vous regardez le graphique hebdomadaire, il est vraiment impressionnant. Vous voyez, CAC 40 plus 2,46% en une semaine, c'est beaucoup. Donc 4 sorcières aujourd'hui, ça veut dire expiration, hein, expiration de contrats futurs et options. Donc ça peut être synonyme de volatilité. Maintenant, ça l'est de moins en moins parce que généralement, toutes ces positions sont liquidées plusieurs semaines avant l'expiration du contrat. Donc c'est pas parce qu'on a le 4 sorcières qu'on va forcément avoir une volatilité, que ce soit haussière ou baissière. Hein. 4 sorcières, on peut pas savoir dans quelle direction ça va aller. Et d'ailleurs, il n'y a pas tout le temps une volatilité accrue. Donc voilà. C'est à noter qu'il y a les 4 sorcières. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a les 4 sorcières qu'il faut shorter le CAC ou le payer. Donc voilà, CAC 40, prochaine résistance, 5500. Honnêtement, qui pouvait s'attendre à cette hausse? Je ne sais pas. Très surprenant cette hausse quand même, dans ce contexte de guerre commerciale, hein, je rappelle. Au niveau du DAX, c'est pareil. Bon, on voit par contre que la hausse est un petit peu plus limitée. Forcément, le DAX est beaucoup plus exposé aux décisions commerciales de Donald Trump, parce que parmi les décisions commerciales de Donald Trump, vous savez que, eh bien, il souhaite taxer les voitures européennes. Et a priori, la proposition qui a été émise par Bruxelles au mois de juillet par Jean-Claude Juncker, qui était en fait un libre-échange entre les voitures européennes et américaines, aucun tarif douanier sur les voitures de ces deux régions économiques, eh bien, n'est pas suffisant hein, pour Washington. Et donc, voilà, qui sait, peut-être que prochainement on aura Donald Trump qui va annoncer des taxes sur les voitures européennes. Et vous savez que les voitures européennes sont majoritairement produites par l'Allemagne. Hein, donc c'est pour ça que le DAX, et vous voyez la composition du DAX, hein, qu'est-ce qu'on a dans le DAX? On a Daimler, on a BMW, on a Volkswagen. Vous me direz, oui, mais dans le CAC, on a Renault, Peugeot. Oui, sauf que Peugeot n'est pas aux États-Unis. Et si vous regardez, Peugeot n'est pas du tout impacté par la politique commerciale de Donald Trump. Peugeot, tac tac. Alors je me souviens plus du ticker de Peugeot à UG, voilà. Peugeot, depuis le début de l'année, Peugeot prend 50%. Hein. Et si vous regardez toutes les autres, que ce soit Volkswagen, voilà, Volkswagen, que ce soit Daimler, peu importe, Renault même, tous ceux qui ont un petit peu, qui sont implantés en fait aux États-Unis, sont sous pression. Alors Renault directement n'est pas implanté, mais vous savez, Nissan l'est. Donc Renault-Nissan, voilà, on a forcément une certaine pression. Mais donc Peugeot, vous voyez, qui n'est pas qui n'est pas sur le sol, qui n'est pas encore sur le sol américain, eh bien n'est pas finalement impacté par par ces menaces de Donald Trump, alors que les autres entreprises le sont. Les autres voitures, enfin les autres entreprises européennes, pardon, qui produisent des voitures sont impactées. Voilà donc. Simplement pour dire que le DAX, c'est l'indice le plus exposé finalement à la politique, commerciale de Trump, plus que les voitures. C'est le simple fait que l'Allemagne, c'est probablement le pays européen qui a le plus important, et c'est le pays européen qui a le plus important excédent commercial avec les États-Unis. Et vous savez que l'une des ambitions de Donald Trump, c'est de réduire la balance commerciale, le déficit commercial, pardon, américain. Ça passe par la guerre commerciale avec la Chine. Il y a quelques semaines, on voit que les États-Unis
vont discuter avec le Japon pour réduire également ses balances commerciales. D'ailleurs, enfin ce déficit commercial. D'ailleurs, on a Trump et Shinzo Abe, hein, le premier ministre japonais, qui se réuniront à New York mercredi prochain pour justement parler de ce déficit commercial. On a les renégociations de l'ANA, donc on voit très bien que l'une des ambitions, hein, de Donald Trump, très clairement, c'est de réduire ce déficit commercial. Et pour le moment, avec l'Allemagne, il n'y a pas eu de vraiment de conflits commerciaux. D'accord, on n'a pas eu de blocage, on n'a rien eu vraiment de visée contre l'Allemagne. Or l'Allemagne, c'est quand même un pays qui, il me semble, c'est le troisième pays, hein, ou peut-être le quatrième, bon, en tout cas parmi le top 5 des pays qui creusent le plus le déficit commercial américain. Donc ça semble assez logique que Donald Trump va s'y prendre à l'Allemagne, et s'il se prend à l'Allemagne, c'est l'Union européenne, hein. C'est pas spécifique à l'Allemagne. Donc voilà. Je serais prudent pour cette raison sur les stratégies acheteuses sur les indices européens, même après cette hausse. Et c'est pour ça qu'on a toujours cette sous-performance du DAX à court terme. Donc d'ailleurs, hein, en intraday, on a de l'appétit pour le risque. On a de l'appétit pour le risque, on le voit avec le Shanghai Composite. Donc là, on peut viser tout simplement des niveaux, des points pivots. On met des points pivots en journalier. Alors, point pivot journalier. Donc j'ai enlevé ces volumes, hein, parce que moi personnellement, j'utilise pas beaucoup. Voilà, point pivot journalier. On va se mettre en 5 minutes. Ouais, gap haussier. Gap haussier, ça c'est un signal haussier, hein. Quand on a un gap haussier, c'est-à-dire que on a un momentum bullish. Donc ça donne déjà la température, hein. Gap haussier, R1 dépassé, pivot mensuel. Donc là, on a un puissant niveau dorénavant de support. Donc ça, ce niveau en intraday peut se payer. Il peut se payer pour viser le R2 journalier. Est-ce qu'on ira plus haut? Peu probable. On est quand même un vendredi. Vendredi, c'est pas forcément une journée où on a comment dire, c'est pas la journée la plus positive de la semaine. Et puis en plus, vu la progression qu'on a, on aura très probablement des prises de bénéfices. En plus, on a les 4 sorcières, donc vous voyez, ça justifie quand même pas mal de prises de bénéfices en intraday. Donc R2 journalier, je pense que c'est le maximum qu'on peut espérer sur l'Eurostoxx, sur le DAX, sur le CAC 40. Alors CAC, vous voyez R1 qui est testé, résistance. Résistance. On n'a pas de gap, hein, sur le CAC 40. J'ai pas l'impression. Oui, on n'a pas eu de. Alors on a eu un léger gap ici, vous voyez. Ah mais ça c'est 8 heures, pardon. Voilà, et on va passer au DAX. Donc DAX, gap haussier, R1. Donc là, pivot mensuel R2 du jour, on voit que c'est la résistance en intraday. Donc c'est autour des 12 430. 12 430, c'est la résistance en intraday. C'est la résistance en intraday. En tout cas, on a clairement un momentum aussi. On voit qu'on a des gaps sur les indices européens. Ça, c'est un signal bullish. En plus, on a le Shanghai qui est haussier. On a le CRB Index, vous savez, l'indice commodities qui est haussier. On a toutes les matières premières, même le cuivre, hein. Le cuivre, c'est vraiment le baromètre de l'appétit pour le risque. Qui dit cuivre haussier dit appétit pour le risque. Qui dit cuivre baissier dit aversion au risque. Donc le cuivre qui est bullish également. Le cuivre qui est bullish, le pétrole qui est bullish, le spread Italie-Allemagne qui, bon, progresse à nouveau, mais vraiment de quelques points. Donc c'est pas ça qui va menacer les marchés européens. Donc voilà, c'est haussier pour les marchés européens en intraday. Maintenant, prudence quand même en fin de journée avec les 4 sorcières. Peugeot s'installe en Chine, d'où sa production exactement, hein. Peugeot qui s'installe qui est déjà présent dans pas mal de marchés émergents et qui accentue sa présence en Chine. Et du coup, bah forcément, la guerre commerciale États-Unis-Chine n'est pas forcément quelque chose que eh bien Peugeot va être impacté directement. Bon, maintenant, on imagine très bien que, bon, à mon avis, peut-être que Peugeot importe voilà, des États-Unis certaines marchandises pour ses usines chinoises. Je ne sais pas, je suis pas du tout spécialiste, hein, de Peugeot et même des entreprises de toute façon automobiles. Donc, je ne saurais vous dire avec grande précision. Mais voilà, puisque Peugeot n'est pas sur le sol américain, ne produit pas, ne vend, enfin, n'a pas de commerce aux États-Unis, ça justifie le fait que Peugeot est totalement décorrélé des autres entreprises automobiles européennes.
Peugeot, c'est la seule qui progresse, hein. À part sans compter voilà Ferrari, etc. Et que ça c'est une exception, mais voilà, on va dire les grands constructeurs automobiles sont sous pression en Europe, à part Peugeot. Excusez-moi, votre indicateur, il faut le rentrer dans quelle section? Alors, tout simplement, quand vous êtes sur TradingView, vous le rentrez là-dedans, dans la barre de recherche, en fait, là où vous allez mettre votre ticker pour aller chercher, un contrat. USD Yen, voilà. Et donc là, vous mettez USD Yen, plus, etc. Voilà. Plus euro, enfin, ce que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez ajouter ce que vous voulez à l'USD Yen. Donc vous mettez dans cette barre de recherche. On passe aux commodities. Donc c'est bullish hein, pour les indices européens. Alors on va faire juste un petit tour sur le FTSE parce que je ne le fais pas souvent et c'est vrai qu'il est quand même particulièrement demandé. Donc pas forcément dans mes webinaires, mais dans la communauté de trading. Donc voilà, c'est chose que je vais faire. Donc FTSE, hein, la simple différence avec les autres indices européens, c'est principalement bien la devise, même si voilà, GBP/USD et l'euro-dollar sont quand même assez corrélés. Je ne dis pas qu'ils ont une corrélation extrêmement importante, pas autant que l'euro-dollar et le gold par exemple, mais ils sont quand même assez corrélés parce qu'ils ont un effet dollar extrêmement important, pardon. Et la seconde chose qui les différencie, c'est forcément le Brexit. Le Brexit, ça impacte beaucoup plus le FTSE que les indices européens. Voilà, donc FTSE, regardez, là on revient près d'une oblique qui vient chercher les points bas. Alors oblique 2016. Donc j'ai pas plus d'historique parce qu'en fait quand vous personnalisez les horaires de trading, vous perdez en historique. Donc moi je préfère avoir les horaires, vous voyez, de la bourse 9h 17h30 heure de Londres, plutôt que avoir un historique hyper voilà très pardon avancé, mais avec les prix vous voyez des futurs. Donc voilà, moi personnellement bon je préfère donc du coup cette oblique on peut l'enlever. Ou alors on peut simplement la reporter. Non, ça n'a rien à reporter. Bon, donc du coup, excusez-moi, pour le FTSE, les oscillateurs donc rebondissent. Maintenant, on n'a pas de divergence. Le RSI clôture au-dessus de 50, ça veut dire qu'on aura un momentum qui sera bullish. Le stochastique qui se croise à la hausse dans sa zone de survente, ça c'est un signal technique qui, comme vous savez, est bullish. Par contre, on est en dessous de la moyenne mobile à 20, 50, 100 ou même 200 jours. Donc, enfin 200 séances, pardon, sous le nuage Ishimoku. Donc ça, eh bien, ça nous indique que en fait la tendance, elle est à court terme baissière, malgré le rebond des indicateurs de momentum. Donc on peut s'attendre à un rebond, mais peut-être un petit peu moins ambitieux que ceux des indices européens. Donc un retracement de 50%, c'est le retracement, la zone où le retour à la baisse est le plus probable d'un point de vue des seuils de Fibonacci. Voilà, c'est entre 38 et 50%. Donc là, on peut s'attendre à ce que le FTSE vienne chercher les 7500 qui correspond également à la moyenne mobile à 200 jours, qui correspond également à ce plus bas, qui correspond à un seuil psychologique. Donc vous voyez, 7500, ça fait quand même, là, on a quand même une zone de résistance qui quand même semble assez importante. Donc retour à 7500. Ensuite, il faudra surveiller les signaux techniques. Si on a une divergence baissière, eh bien, faudra s'attendre à une nouvelle baisse du FTSE. Si on a un breakout, ça veut dire signal bullish et on ira chercher probablement les 7800 points. Je vous rappelle que le fin septembre, début octobre, c'est généralement le point bas d'un point de vue des cycles annuels sur les marchés actions. Rappelez-vous la saisonnalité des marchés actions. Le point bas, le bull market, c'est fin septembre, début octobre, jusqu'à le mois d'avril de l'année prochaine. D'accord? Donc, on arrive proche de cette date. Maintenant, attention parce que on a quand même un mois d'août qui était assez bon. Le mois de septembre, il n'a pas été si mauvais. Ça a mal commencé, mais on a un bon rebond là depuis la quinzaine finalement. Donc voilà, la saisonnalité, faut la garder à l'esprit, mais c'est pas simplement avec la saisonnalité des indices qu'on peut trader. Mais bon, voilà, en général, on a un regain d'appétit pour risque
en fin septembre, début octobre, on a l'or en général qui baisse à cette période-là, enfin toutes les valeurs refuges hein, qui baissent, et à l'inverse, toutes les valeurs d'appétit pour le risque qui sont en hausse. Donc voilà. Maintenant, faut rester quand même, faut mettre ça entre parenthèses. Il faut pas non plus que se fier à ces indications pour trader. Voilà, donc commodities, on passe à l'or. Bon, l'or hein, haussier, pas parce qu'il y a de la version pour risque, mais parce que vous savez qu'il a été sous pression depuis en fait le rebond de l'or, le rebond pardon du DXY. Rebond du DXY, baisse de l'or, malgré la version pour risque qu'on a eue. Donc ouais, il n'y a pas que le fait que ce soit une valeur refuge qu'on a une hausse ou une baisse hein, de l'or. Il y a également l'effet dollar qui est extrêmement important et qui est à prendre en compte. Donc là, qui dit baisse de dollar, dit forcément hausse de l'or. Maintenant, si on a dans le même temps de l'appétit pour risque, au lieu d'acheter l'or, on peut plutôt acheter l'euro. Parce que l'euro, à l'inverse de l'or, l'euro n'est pas une valeur d'aversion pour le risque. L'euro, c'est plutôt une valeur d'appétit pour risque. Donc, si on a une baisse de l'euro, une baisse du dollar plus de l'appétit pour risque, il faut plutôt privilégier l'achat sur l'euro plutôt que sur le dollar. Maintenant, si on a une baisse du dollar et de l'aversion pour le risque, le mieux, c'est d'acheter l'or. D'ailleurs, ce qui serait intéressant à faire, c'est de mettre euro-dollar, la force relative euro-dollar avec l'or. Ce qui va nous permettre, je pense, d'avoir une idée de l'appétit pour risque. Alors comme ça, c'est pas très utile. En fait, cette courbe, si elle est haussière, ça voudrait plutôt dire qu'il y a de l'appétit pour le risque, et si elle est baissière, plutôt de l'aversion. Mais bon, on voit qu'on a un rebond depuis le mois de juin, donc c'est pas forcément quelque chose de très utile. Donc je vais faire ma recherche là-dessus sur cette force relative euro-dollar gold. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire entre l'euro et l'or pour avoir des indications sur le tempérament des investisseurs. Mais bon, en tout cas, l'or devrait continuer à rebondir grâce eh bien à la baisse du dollar. L'or qui a atteint, qui a pas atteint 1214. Je pensais qu'il avait atteint 1214. J'avais vu ça, ce prix ce matin quelque part. Bon, écoutez, tant pis. En tout cas, l'or hein, qui est bien parti pour venir chercher ce niveau de prix et il ira très probablement le chercher. D'ailleurs, on voit hein, pourquoi l'euro est plus intéressant à court terme que l'or, parce que finalement, quand on a de l'appétit pour risque et une baisse du dollar, eh bien, on voit l'euro a déjà dépassé son sommet d'août, alors que l'or ne l'a toujours pas fait. Donc voilà, bien qu'on a une baisse du dollar et qu'on a l'or et l'euro qui progressent, on a une nette surperformance de l'euro parce qu'il y a de l'appétit pour le risque. Est-ce que le risque politique en Italie peut peser sur l'euro-dollar? Oui, oui, il peut. Il peut. Tout dépend vraiment de eh bien ce qui va être publié vendredi prochain. Vendredi prochain, c'est la publication du budget du gouvernement italien pour 2019. Vous savez qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le déficit du gouvernement. L'Italie, c'est le deuxième pays de l'UE à avoir un déficit aussi important, 130% du PIB, après la Grèce. Mais bon, la Grèce, on peut la mettre de côté parce qu'elle a fait, il y a eu un plan d'austérité, etc. Il y a eu beaucoup d'aides, donc à part la Grèce, c'est l'Italie qui a le déficit par rapport à son PIB le plus important. Donc, en fait, le marché, les investisseurs sont de plus en plus inquiets à un dérapage de ce budget, d'autant plus que on est dans des perspectives d'un durcissement de la politique monétaire de la BCE. On voit qu'il y a du tapering depuis maintenant pas mal de, en fait, à peu près un an. Hein. On a une baisse du QE. Voilà, la BCE qui prépare petit à petit un durcissement de la politique monétaire. Qui dit durcissement de la politique monétaire dit hausse des taux, et dit hausse des taux dit hausse des coûts de remboursement des gouvernements pour payer leurs dettes. Donc finalement, si vous avez des pays qui ont énormément d'obligations, qui sont énormément endettés, et dans le même temps, on a une hausse des taux des banques centrales dans le monde entier, eh bien en fait, ça devient beaucoup plus compliqué pour ces gouvernements de rembourser leurs dettes. Et c'est pour ça que l'OCDE, hier, et on a même le FMI, etc., qui indique qui préviennent des risques justement de cette dette trop élevée.
à cause de ces politiques monétaires qui ont été ultra accommodantes cette dernière décennie finalement. Avec tous les QE, etc., c'est bien parce que ça a permis de relancer l'économie, mais en fait, il y a eu beaucoup d'endettement qui posent pas forcément problème lorsque vous avez des taux bas, mais lorsque vous avez un resserrement de la politique monétaire, et donc que les taux augmentent, ensuite, ça devient beaucoup plus compliqué pour rembourser la dette. Oui. Donc, ça devient beaucoup plus cher finalement. Parce qu'au lieu, par exemple, de payer 1 € d'intérêt pour lorsqu'il y a des taux bas, vous allez peut-être en payer finalement 3. Et sur des milliards, eh bien, ça fait beaucoup. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est très important de suivre. Enfin, les marchés sont très inquiets, enfin pas inquiets, mais attentifs de la situation de l'Italie et du budget qui va être publié, parce que si on a davantage de déficit de la part du gouvernement italien, eh bien la dette va se creuser. Et vu que la BCE va commencer à remonter ses taux normalement deuxième semestre 2019, eh bien les coûts vont exploser. Et du coup, ça va augmenter le risque de défaut de paiement de l'Italie. Il n'y aura pas forcément de défaut de paiement, mais ça augmente les risques. Et tout risque, de toute façon, se fait payer. Donc, on a un marché obligataire italien qui est, vous voyez, regardez le rendement, il est beaucoup plus élevé que celui de l'Espagne ou du Portugal, par exemple, alors que l'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro. Voilà. Donc c'est pour ça que le budget italien est très important à suivre, parce que ce budget, eh bien, va nous dire si l'Italie va davantage s'endetter l'année prochaine, ou au contraire, il va se stabiliser son endettement, ou voire même le réduire. Voilà, donc oui, la situation en Italie peut impacter, que ce soit positivement ou négativement, l'euro. Tout va dépendre du budget qui va être annoncé. Et donc ça, c'est vendredi prochain. En tout cas, ce qu'il faut suivre pour avoir une indication sur ce que pense le marché, enfin l'état du marché concernant ce budget, c'est le spread. Le spread Italie-Allemagne. Si ce spread, si cette courbe s'écarte, c'est-à-dire qu'on a une perte de confiance du marché envers l'Italie. Si on a ce spread qui diminue, on a un regain de confiance. Donc si on a une hausse, c'est négatif pour l'euro. Ça va faire pression. C'est pas parce qu'on a une hausse qu'on va forcément avoir une baisse de l'euro, mais en tout cas, il sera sous pression. Et à l'inverse, si on a une baisse, on a un regain de confiance dans la situation en Italie, et donc on va avoir un soutien sur la monnaie unique. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une baisse de ce spread qu'on va forcément avoir une hausse de l'euro. Il n'y a pas que ce facteur-là qui fait varier l'euro-dollar. Voilà, donc l'or haussier jusqu'à 1214, comme vous savez, parce que je suis baissé sur dollar, tout simplement. Le brut et alors WTI Brent qui divergent. Brut qui est à 70 dollars. Vous voyez, on a eu le pullback qu'on avait parlé hier, pullback à 70. Est-ce qu'on a des signaux haussiers? On n'a pas de signaux haussiers. Vous voyez, le stochastique continue à être baissier. Bon, le RSI qui est boule et qui rebondit sur 50. Donc ça, c'est positif. Là, on va probablement avoir une hausse du WTI. Maintenant, ce qui m'embête, c'est que ce Brent se maintient sous 80 dollars. Par contre, vous voyez également en une heure, stochastique, RSI qui rebondissent tous les deux. Donc là, c'est signal positif. Le Brent, on peut s'attendre à un retour lors des prochaines heures. Alors, je ne sais pas si ça va être atteint dans la journée, mais je pense que c'est possible de s'attendre à une hausse jusqu'à 79,54 dollars à court terme, aujourd'hui ou lundi prochain. Pour le brut, retour au récent sommet à 71,30. Voilà. Et si on a le Brent qui clôture au-dessus de ce récent sommet, au-dessus de, vous voyez, à 80,44 dollars, 80,45, voilà. Si on a une clôture journalière au-dessus de 80,45, c'est un signal bullish pour les cours de pétrole. Signal bullish pour les cours de pétrole, que ce soit le Brent ou le WTI, parce que le WTI a déjà émis un signal bullish mercredi, en clôturant au-dessus des 70 dollars le baril. Donc là, je dirais que le WTI même, en fait, me semble intéressant. Je sais que hier, j'ai dit qu'il fallait attendre que le Brent clôture au-dessus de 80 dollars, mais d'un point de vue ratio rendement, je vois que le stochastique, bon, certes, il est en légère baisse, mais le RSI rebondit, et en une heure, par contre, on a RSI et stochastique qui émet des signaux bullish. Donc d'un point de vue ratio rendement, regardez, si on prend un risque, un stop sous le récent plus bas, donc en dessous de 70, ça fait 40 points de risque pour 80 plus 97, donc ça fait un ratio rendement bien supérieur à 2. Donc là, on a quelque chose d'assez intéressant pour les cours de pétrole. Donc je vais le noter tout de suite.
cours de pétrole. Voilà, donc on va aller chercher tout simplement le récent sommet. Voilà. Et dans l'idée, hein, c'est pas forcément de clôturer toute sa position à 71,32. On peut maintenir une partie de sa position jusqu'à finalement les plus hauts de l'année sur WTI si on a le breakout du Brent. Si le Brent clôture au-dessus de 80,50, on pourra s'attendre vraiment à un rallye haussier sur le WTI, c'est-à-dire un retour à 74. Donc voilà, premier objectif, le sommet d'hier. Hier, mercredi soir, jeudi dans la nuit. Voilà, ça c'est le sommet, le premier objectif à court terme. Maintenant, en swing, c'est possible, je pense, de viser 74 $ si on a le Brent qui dépasse les 80. Voilà donc pour mon analyse des marchés. J'espère que ça vous aidera. Donc en clair, ce matin, appétit pour risque, marché action bullish, le dollar qui est en baisse, donc toutes les commodities ont tendance à progresser, toutes les matières premières ont tendance à rebondir dans ce contexte de baisse du dollar. L'or également, l'or, l'objectif à 1114 est toujours d'actualité, n'a pas encore été atteint. Je reviens sur mes propos du début du webinaire où j'avais dit qu'il avait été atteint, je pensais, voilà, j'ai mal vu. Donc or toujours 1914 $, l'euro dollar, GBP USD encore poursuite de la hausse. En intraday, il faudra être patient parce qu'on a eu un puissant momentum hier. Donc comme vous savez, dès qu'on a des chandeliers qui vraiment divergent par rapport à la taille du corps, quand la taille du corps est trop importante par rapport à ce qu'on a connu les dernières périodes, ça c'est de l'émotion. Et l'émotion dans les marchés se fait corriger. Corriger, que ce soit un retracement ou une consolidation. D'accord? Mais généralement, quand vous savez qu'on a un FP, ça déclenche pas une nouvelle tendance. On a un chandelier extrêmement important pendant une demi-heure. Ensuite, on a soit la consolidation, soit le retracement. Oui. Donc, dès qu'on a une hausse majeure, faut s'attendre à une phase de consolidation ou un retracement. Dès que vous avez un chandelier qui est différent par rapport aux autres, d'un point de vue de la taille du corps, de la taille du corps, faut pas se dire que c'est un signal d'une nouvelle tendance sur du court terme. Sur du moyen terme, oui, mais pas sur du court terme. Voilà donc pour cette présentation. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis personnellement à lundi prochain pour mon prochain point de marché et vous retrouverez Yoann Nizar à 13h ce vendredi pour le dernier webinaire de la semaine. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite également un excellent week-end et voilà, profitez bien de ce week-end et je vous dis à lundi.